14 février 1943, 4 heures du matin, col de Kasserine, Tunisie. Le lieutenant-colonel Jean Valois du 1er régiment de chars américains scrute à travers ses jumelles l'obscurité du désert tunisien. Ce qu'il aperçoit lui glace le sang. Des centaines de chars allemands se déplacent avec une précision à laquelle il n'a jamais été confronté. Dans les 72 heures qui suivront, la Wehrmacht infligera à l'armée américaine une leçon si brutale, si complète, que le Pentagone devra retirer et réécrire de fond en comble. Chaque manuel de campagne sur la guerre blindée, la bataille du col de Kasserine, n'était pas simplement une défaite. C'était une démonstration de la supériorité absolue de la tactique blindée allemande, qui remettait en cause toute la doctrine militaire américaine. En seulement 3 jours, le maréchal Erwin Rommel prouva que tout ce que l'armée américaine pensait savoir sur la guerre blindée était désespérément dépassé. Voici l'histoire de la manière dont une seule bataille a forcé la plus puissante armée du monde à modifier complètement sa doctrine en matière de chars. Début 1943. Les États-Unis étaient en guerre contre l'Allemagne depuis 14 mois, mais alors que la Wehrmacht se battait en Pologne, en France et en Union soviétique depuis septembre 1939, aucune unité blindée américaine n'avait jamais vu un char ennemi au combat. Le 2e corps américain sous le commandement du général Lloyd Fredendall était plein d'enthousiasme, mais totalement inexpérimenté. La doctrine américaine en matière de chars en 1943 était basée sur le manuel de campagne FM 1710, écrit en 1940, avant que la Blitzkrieg n'ait changé le monde. Ce manuel prônait une utilisation défensive, statique, des chars. Les chars Sherman américains étaient censés soutenir l'infanterie, tenir des positions défensives et repousser les attaques ennemies. L'idée d'opérations blindées indépendantes, de percées profondes et de manœuvres rapides était totalement étrangère à la doctrine américaine. Le colonel Clarence Benson, alors officier d'état-major au 2e corps, se souvint plus tard: « Nous pensions que les chars étaient de l'artillerie mobile. Nous les positionnions comme des canons, cachés derrière des collines, avec des positions de tir préparées. Les Allemands considéraient les chars comme un substitut à la cavalerie, rapide, mobile, offensif. Nous ne comprenions pas cela. » Le manuel de campagne FM 1710 était terriblement détaillé dans ses instructions erronées. La page 47 enseignait « Les chars prennent des positions défensives et attendent les attaques ennemies ». La page 52 mettait en garde « Les manœuvres blindées indépendantes sans soutien de l'infanterie sont à éviter ». La page 63 soulignait « Les commandants suivent des plans d'attaque précis, l'improvisation conduit au chaos ». Chacune de ces instructions était un arrêt de mort face à un adversaire, qui enseignait exactement le contraire. Les commandants de chars allemands apprenaient à l'école de chars de Wunsdorf: le mouvement est la vie, l'immobilité est la mort. Cherche le flanc, jamais le front. Improvise, adapte-toi, survie. La formation américaine en matière de chars durait 16 semaines. Les commandants de chars allemands s'entraînaient pendant 52 semaines. Les exercices américains utilisaient des maquettes de chars en bois et des arbitres. Les exercices allemands utilisaient de vrais chars avec des munitions réelles. La différence se mesurerait en sang. Le 14 février 1943, Rommel lança l'opération Vent de printemps. Son objectif était simple: percer le col de Kasserine et couper les lignes de ravitaillement américaines et démoraliser les troupes américaines inexpérimentées. Il disposait pour cela des 10e et 21e divisions blindées, ainsi que d'éléments de la 15e division blindée, soit au total environ 200 chars, dont 40 Tiger IS et 80 Panzer IV OSF G. La défense américaine était constituée d'éléments de la 1re division blindée américaine et de la 34e division d'infanterie. Ils avaient environ 150 chars, Sherman M4
et 80 chars légers Stuart M3. Sur le papier, la situation était équilibrée. Mais le papier ne gagne pas les batailles. Le major Robert Moore commandait un bataillon de chars Sherman en position défensive à l'est du col. Ses ordres étaient clairs: tenir la position, combattre les chars ennemis depuis des positions préparées, ne pas avancer en aucun cas. Il suivit ses ordres à la lettre. Cela lui coûta tout son bataillon. À 6h30 le 14 février, l'artillerie allemande et les Stuka ouvrirent un rideau de fer dévastateur. Mais ce n'était qu'une diversion. Pendant que les Américains se concentraient sur l'attaque directe, le colonel Henry-George Hildebrandt, de la 21e division blindée, effectua une vaste manœuvre de flanc que les éclaireurs américains ne remarquèrent même pas. À 9h15, des chars allemands apparurent soudainement à 3 km derrière les positions de Moore. Ils s'étaient déplacés à travers des wedds, des lits de rivières asséchées que les planificateurs américains considéraient comme impraticables pour les chars. Les chars de Moore étaient maintenant pris en sandwich entre deux pinces allemandes, avec leurs canons pointant dans la mauvaise direction. Le lieutenant James Crawford, commandant d'un char Sherman isolé, décrivit le moment. Soudain, des chars ont explosé derrière nous. Nous avons tourné notre tourelle et avons vu des Tigers sortir de l'oued. Nous avons tiré. L'obus a rebondi comme une balle de tennis, puis notre char a explosé. Je me souviens de la chaleur, des cris, puis plus rien. Crawford fut l'un des 3 seuls survivants de son équipage. Son conducteur, le soldat Thomas Miller, 19 ans, brûla dans le char. Son chargeur, le caporal David Chen, perdit ses 2 jambes. Son opérateur radio, le soldat Robert Johnson, survécut avec de graves brûlures. Crawford lui-même fut blessé par des éclats d'obus au dos et au bras, mais les blessures physiques n'étaient rien comparées à la prise de conscience psychologique. Crawford écrivit plus tard dans son journal: « On nous avait appris à croire que nos Shermans étaient assez bons, que nos tactiques étaient solides, que nous n'avions qu'à nous battre et que nous gagnerions en 40 minutes. Nous avons appris que tout cela était des mensonges. Nous étions des amateurs qui se battaient contre des professionnels et les amateurs meurent. » Le sergent Michel O'Brien, commandant d'un autre Sherman dans le bataillon de Moore, survécut par hasard. Son char avait une panne de moteur et ne pouvait pas se mettre en position. Il observa la bataille depuis une colline à 800 mètres de là. C'était comme un abattoir. Les chars allemands se déplaçaient en formation parfaite, tiraient en roulant, coordonnaient chaque tir. Nos gars restaient immobiles, tiraient au hasard, ne communiquaient pas. J'ai vu un Sherman toucher le même Tiger 6 fois. Chaque obus a rebondi. Le Tiger s'est retourné tranquillement et a anéanti le Sherman d'un seul coup. Ce n'était pas un combat, c'était une exécution. Sur 52 chars dans le bataillon de Moore, 48 furent détruits après 40 minutes. Les 4 Sherman survivants s'enfuirent dans une panique totale. Les rapports de reconnaissance allemands décrivaient des chars américains roulant sans but, sans coordination, sans ordre, mais l'humiliation tactique alla encore plus loin. Le colonel Rodolphe Lange commandait un groupement tactique composé de chars Panzer IV, de grenadiers blindés et d'artillerie. Il démontrait ce que les Allemands appelaient la coordination interarmes, la coopération parfaite de toutes les armes. Vers 11 heures, le groupement tactique de Lange attaqua une position américaine près de Djebel Semama. Tout d'abord, des chars de reconnaissance allemands identifièrent les positions américaines et les marquèrent avec des obus éclairants. Ensuite, un tir d'artillerie précis pilonna ces positions, pendant que les Américains étaient sous le feu. Les grenadiers blindés, à bord de véhicules semi-chenillés, avancèrent et neutralisèrent les armes anti-chars américaines. Ce n'est qu'alors, avec les flancs sécurisés et les défenseurs neutralisés, que les chars Panzer IV attaquèrent. Le capitaine Guillaume Souchon, qui survécut à cette attaque, écrivit plus tard:
Ils se déplaçaient comme un seul organisme. Chaque élément soutenait l'autre. Nos chars opéraient de façon isolée. Notre infanterie ne savait pas où étaient nos chars. Notre artillerie tirait selon un calendrier rigide. Les Allemands improvisaient, s'adaptaient, communiquaient constamment. C'était comme une équipe de football de lycée contre des professionnels. Souchon avait tenté, pendant l'attaque, de coordonner son propre appui d'artillerie. Il transmit à son quartier général les coordonnées des tirs d'artillerie allemands. La réponse arriva 40 minutes plus tard. Votre demande a été transmise à la division. Veuillez attendre l'approbation de l'appui-feu. Les Allemands mettaient 3 minutes entre la demande et le tir. La différence résidait dans la structure de commandement. Les groupements tactiques allemands avaient des officiers de liaison d'artillerie directement auprès du commandant de char. Ces officiers pouvaient demander des tirs immédiatement. Les commandants de chars américains devaient communiquer à travers 3 niveaux de commandement, bataillon, régiment, division. Au moment où l'autorisation arrivait, la ligne de front avait déjà bougé. Encore plus dévastatrice était la coordination entre les chars et l'infanterie. À Djebel Semama, les chars américains opéraient à 2 kilomètres devant leur propre infanterie. Lorsque les grenadiers blindés allemands attaquèrent, les chars Sherman américains n'avaient pas d'infanterie pour les protéger. Les grenadiers blindés allemands contournèrent les chars et les détruisirent avec des Panzerfaust à 30 mètres de distance. Le lieutenant Hubert Meunier, officier d'infanterie de la 34e division, décrivit la frustration. Nous pouvions voir les chars, nous savions qu'ils avaient besoin d'aide. Mais nous n'avions pas de liaison radio avec eux. Nos ordres étaient « Restez en position ». Les chars vous soutiendront, mais les chars étaient partis, combattaient seuls, mouraient seuls. C'était de la folie. Le 15 février, le 2e jour de la bataille, le général Lloyd Fredendall tenta une contre-offensive. Il ordonna au combat commande A de la 1re division blindée de reprendre le terrain perdu. Le colonel Pierre Hayne dirigea cette attaque avec 60 chars Sherman. Le résultat fut catastrophique. Hayne suivit la doctrine américaine. Chars en tête. Infanterie suit. Attaque frontale des positions ennemies identifiées. Les Allemands utilisèrent une tactique qu'ils appelaient Panzerfall. Piège à chars. Des chars légers et des véhicules de reconnaissance provoquèrent l'attaque américaine, puis se replièrent et conduisirent les Sherman directement dans un champ de canons anti-chars, PAC 40 camouflés et de chars Tigre lourdes. Sur les 60 Sherman, seulement 14 revinrent. Hayne lui-même fut tué lorsque son char de commandement fut touché par 3 obus simultanément. Le lieutenant Henri Denoy, l'un des rares survivants, rapporta « Nous sommes entrés dans une vallée, et soudain, chaque char autour de nous a explosé. Nous ne voyions pas d'où venaient les tirs. Ce n'est que lorsque nous avons essayé de reculer que nous avons vu les tigres sur les collines. Ils avaient attendu que nous soyons pris au piège. » Le 16 février, la position américaine à Sidi Bouzid capitula. 2500 soldats américains furent faits prisonniers. Le 170e régiment d'infanterie fut complètement anéanti. Le col de Kasserine lui-même était ouvert devant Rommel. Mais la Wehrmacht démontra encore une autre supériorité, le combat de nuit. La doctrine américaine interdisait les opérations de chars après la tombée de la nuit. Trop dangereux, trop désordonné, impossible à contrôler. Les commandants de chars allemands s'entraînaient aux attaques nocturnes depuis 1940. Dans la nuit du 19 au 20 février, le colonel Comte von Schwerin attaqua les positions américaines près de Tala, avec un groupement tactique de 40 chars. C'était la nouvelle lune, une obscurité presque totale. Les Allemands utilisèrent la lumière des étoiles, l'expérience et des protocoles de communication parfaitement répétés. Le 26e régiment d'infanterie américain, qui défendait Tala, s'effondra dans la panique.
Des soldats rapportèrent avoir vu des chars fantômes apparaissant de l'obscurité, tirant et disparaissant. À 3 heures du matin, Schwerin avait pris la ville, avec seulement 3 pertes de son côté. Le soldat de première classe, Rémy Toussaint, qui survécut à la nuit, décrivit la terreur psychologique. On ne pouvait pas les voir. On entendait seulement des bruits de moteurs, puis des éclairs de bouche dans l'obscurité, puis des explosions. Nous tirions sur des ombres, nos officiers criaient des ordres, mais personne ne savait où tirer. Les hommes s'enfuyaient. Certains jetaient leurs armes. J'ai vu un sergent à genoux, priant, pleurant. Ce n'était plus une armée, c'était une foule. L'effondrement psychologique à Talla révéla une vérité fondamentale. Les troupes américaines n'étaient pas entraînées au combat de nuit. Les soldats allemands s'entraînaient aux manœuvres nocturnes depuis leur entraînement de base. Ils connaissaient si bien leurs chars qu'ils pouvaient naviguer, charger et tirer dans l'obscurité. Les équipages américains avaient besoin de lumière pour les tâches les plus simples. Le colonel Schwerin décrivit plus tard la facilité de l'attaque. Les Américains éclairaient leur propre position avec des projecteurs. Ils pensaient que cela nous dissuaderait. Au lieu de cela, ils marquaient des cibles parfaites. Nous n'avions même pas besoin de dispositifs de vision nocturne. Ils faisaient notre travail pour nous. C'était presque trop facile. Le général Dwight Eisenhower, commandant suprême des forces alliées en Afrique du Nord, visita le front le 21 février. Ce qu'il vit le choqua profondément. Le général de brigade Paul Robinette, commandant du combat commande B, lui fit un rapport impitoyable. Nos tactiques de chars sont suicidaires. Notre doctrine est dépassée. Les Allemands nous sont supérieurs dans tous les aspects de la guerre blindée. Coordination, communication, tactique, commandement. Si nous n'apprenons pas à partir de zéro, nous perdrons cette guerre. Eisenhower ordonna des changements immédiats. Le général Lloyd Fredendall fut remplacé par le général George Patton. Mais plus important encore, Eisenhower ordonna une révision complète de la doctrine américaine en matière de chars. Lorsque la bataille du col de Kasserine prit fin le 25 février, les Américains avaient perdu 6000 hommes, 300 morts, 3000 blessés, 3000 prisonniers, 183 chars détruits, 208 véhicules blindés perdus, 500 camions et jeeps anéantis. Les pertes matérielles furent douloureuses, mais remplaçables. La défaite doctrinale, elle, fut dévastatrice. Le 3 mars 1943, une commission d'urgence se réunit au quartier général de l'armée américaine à Alger. Était présent le général Jacob Devers, chef des forces blindées américaines, le brigadier général Alvan Guilhem, responsable de la doctrine, et une douzaine de colonels de chars, ayant combattu à Kasserine. Le colonel Robinette ouvrit la séance par une déclaration accablante. Le manuel de campagne FM 1710 n'est pas seulement dépassé. Il est dangereux. Il enseigne des tactiques qui tuent nos hommes. Chaque page doit être réécrite. La commission travailla 72 heures sans interruption. Elle analysa les tactiques allemandes, interrogea des prisonniers de guerre allemands, étudia des manuels de campagne allemands capturés. Ce qu'ils découvrirent changea tout. Les séances furent d'une honnêteté brutale. Le colonel Thomas Harold, qui avait perdu 200 hommes à Kasserine, présenta une analyse qui qualifiait ses propres ordres d'incompétents. J'ai suivi le FM 1710 à la lettre. Chacune de mes décisions était conforme à la doctrine, et chacune de ces décisions a coûté des vies. Le problème n'est pas que nous ayons ignoré la doctrine. Le problème est que nous l'avons suivie. Le brigadier général Guilhem présenta une étude comparative des manuels de chars allemands et américains. Le manuel allemand, Directive pour la conduite des forces blindées, comptait 120 pages et mettait l'accent sur les principes, plutôt que sur les règles. Le FM 1710 américain comptait 340 pages et spécifiait des procédures exactes pour chaque situation.
Les commandants allemands apprenaient à penser. Les commandants américains apprenaient à obéir. Un manuel allemand capturé contenait cette phrase: « Le chef d'un groupe de combat doit évaluer la situation par lui-même et agir de sa propre initiative. L'hésitation est pire qu'une mauvaise décision. » L'équivalent américain disait « Les commandants attendent les ordres de la haute direction avant de prendre des mesures. » Ce fossé philosophique expliquait tout. Les commandants allemands étaient formés pour résoudre des problèmes. Les commandants américains étaient formés pour suivre des ordres. Dans le combat de chars rapide et chaotique, les résolveurs de problèmes gagnaient toujours. La doctrine allemande des chars reposait sur 5 principes qui contredisaient complètement la doctrine américaine. Premièrement, le mouvement avant la puissance de feu. Les chars allemands ne restaient jamais immobiles. Un mouvement constant les rendait plus difficiles à toucher et permettait une réaction rapide aux menaces. La doctrine américaine enseignait maintenir la position et tirer. Deuxièmement, l'intégration de toutes les armes. Les groupes de combat allemands combinaient des chars, de l'infanterie, de l'artillerie et un soutien aérien sous un commandement unifié. La doctrine américaine séparait ces éléments en formations distinctes avec des chaînes de commandement distinctes. Troisièmement, Auftrags tactique, l'ordre de mission, plutôt que des instructions détaillées. Les commandants allemands recevaient un objectif et la liberté de décider eux-mêmes comment l'atteindre. Les commandants américains recevaient des ordres précis pour chaque mouvement. Quatrièmement, les attaques de flanc et la guerre de mouvement plutôt que les attaques frontales. Les chars allemands cherchaient toujours le flanc, le dos, le point faible. La doctrine américaine privilégiait les attaques frontales directes contre les positions ennemies identifiées. Cinquièmement, une utilisation offensive et agressive des chars. Les chars allemands étaient des armes d'attaque, destinées à des percées profondes et des avancées rapides. Les chars américains étaient des armes de soutien pour l'infanterie. Le général Devers résuma cette prise de conscience. Nous avons essayé d'utiliser les chars comme de l'artillerie. Les Allemands les utilisent comme de la cavalerie. Nous devons tout réapprendre. Le 15 mars 1943, le département de la guerre à Washington donna une instruction sans précédent. Toutes les copies du FM 1710 doivent être saisies et détruites. Chaque école de chars aux États-Unis doit immédiatement cesser l'enseignement jusqu'à ce que de nouveaux supports pédagogiques soient disponibles. La réécriture de la doctrine américaine des chars commença immédiatement. Le colonel Guilhem dirigea une équipe de 40 officiers qui rédigèrent le nouveau FM 1710. Ils étudièrent non seulement les tactiques allemandes, mais invitèrent également d'anciens officiers allemands à les conseiller. Le capitaine Friedrich von Schell, un officier de char allemand, qui avait été échangé en 1941 après avoir été blessé, fut engagé comme consultant. Il décrivit plus tard « Les Américains étaient extraordinaires. Ils ont mis leur fierté de côté et ont demandé « Comment faisons-nous mal ? Montrez-nous comment faire correctement. » Cette humilité, cette volonté d'apprendre, c'était leur plus grande force. Le nouveau FM 1710, publié en juillet 1943, était un document complètement différent. Il enseignait « Les chars sont des armes offensives. Leur force réside dans la vitesse, le choc et le mouvement. Les chars n'opèrent jamais isolément. Ils sont le centre d'équipe interarmes, intégrant l'infanterie, l'artillerie et le soutien aérien. Les chars évitent les attaques frontales. Ils cherchent les flancs, les points faibles, la surprise. Les commandants de chars reçoivent des ordres de mission et la liberté de les exécuter à leur discrétion. Mais la doctrine sur papier est inutile sans entraînement. En avril 1943, le Desert Training Center en Californie fut complètement restructuré. Le général Patton, fraîchement revenu du col de Kasserine, prit personnellement en charge la refonte de l'entraînement.
Patton décrivit clairement sa philosophie. Nous allons nous entraîner comme les Allemands se battent. Entraînement dur, moins d'hommes meurent au combat. Entraînement doux, plus d'hommes meurent au combat. Je préfère l'entraînement dur. Le nouvel entraînement était brutal. Manœuvre de 20 heures, attaque nocturne, exercice de tir réel avec des munitions réelles. Des divisions entières effectuaient des manœuvres de plusieurs semaines, simulant les tactiques allemandes. Plus de 40 soldats moururent pendant l'entraînement dans des accidents, mais des milliers survécurent plus tard dans de véritables combats. Grâce à cette préparation, le sergent Harold Benson, qui a suivi à la fois l'ancien et le nouvel entraînement, décrivit le choc. L'ancien entraînement était comme une colonie de vacances. Nous conduisions des chars sur des champs de tir, touchions des cibles à 1000 mètres, rentrions chez nous après 8 heures. L'entraînement de Patton était la guerre. Nous dormions dans des chars, nous mangions dans des chars, nous combattions 48 heures sans interruption. Des hommes craquaient, certains désertaient, mais ceux qui restaient devenaient des guerriers. Un scénario d'entraînement spécifique démontra la nouvelle philosophie, Opération Serpent à Sonnette du désert. Une division blindée complète reçut l'ordre de parcourir 200 km à travers le désert et d'attaquer un ennemi simulé. Aucun autre détail, aucun itinéraire spécifique, aucun délai, seulement. Trouvez l'ennemi, détruisez-le, signalez le succès. C'était inimaginable selon l'ancienne doctrine. Les commandants s'attendaient à des itinéraires exacts, des calendriers, des coordonnées. Le nouveau système de Patton les forçait à penser par eux-mêmes, à organiser leur propre reconnaissance, à sécuriser leurs flancs de manière autonome, à coordonner la logistique par leurs propres moyens. Sur les 12 bataillons participants, seulement 4 atteignirent leur objectif à temps. Mais ces 4 avaient appris comment mener la guerre. Patton en personne observait chaque manœuvre. Il releva 14 commandants de bataillon pour incompétence, non pas pour échec au combat, mais pour incapacité à improviser, à faire preuve d'initiative, à résoudre des problèmes. Il promut de jeunes officiers qui prenaient des risques, même s'ils commettaient des erreurs. Le message était clair, l'action, même une action erronée, valait mieux que la passivité. L'entraînement incluait également une préparation psychologique. Des vétérans de Kasserine furent invités à informer les nouvelles recrues sur la réalité du combat de chars. Le lieutenant Crawford, dont le char avait été détruit à Kasserine, donna des conférences à de jeunes commandants de chars. Les chars allemands vous tueront si vous suivez le FM 1710. Oubliez tout ce que vous avez appris sur les positions défensives. Bougez, chassez, attaquez. Soyez les chasseurs, pas les chassés. Si vous restez immobile, vous mourrez. Les résultats se firent sentir dès juillet 1943, lors de l'invasion de la Sicile. La 2e division blindée américaine utilisa les nouvelles tactiques contre la division Hermann Göring allemande, près de Gela. Des rapports allemands d'après-guerre révélèrent leur surprise. Les chars américains opéraient avec une agressivité et une flexibilité tactique que nous n'avions pas anticipées. Ils utilisaient des armes combinées, des attaques de flanc, des opérations nocturnes. Ils avaient appris. Le colonel Wilhelm Schmalz, commandant de la division Hermann Göring, nota après Gela. Les Américains de juillet 1943 étaient une armée complètement différente de celle de février. Ils avaient appris nos leçons, peut-être trop bien. La bataille de Gela illustra la transformation dans le détail. Le 10 juillet 1943, la division Hermann Göring attaqua les troupes de débarquement américaines près de Gela. C'était une situation presque identique à Kasserine. Des troupes allemandes vétéranes contre des unités américaines, dont beaucoup n'avaient été entraînées que depuis mars. Mais le résultat fut complètement différent. Le colonel Darby des US Rangers décrivit la contre-attaque américaine. Nous avons vu des chars allemands avancer.
Au lieu de prendre des positions défensives, nous avons immédiatement formé un groupe de combat, des chars, de l'infanterie, de l'artillerie. Des destroyers au large, tout était coordonné. Nous avons mené une attaque de flanc, exactement comme les Allemands nous l'avaient enseigné. Ils furent surpris. Ils s'attendaient à ce que nous restions immobiles et que nous défendions. Au lieu de cela, nous avons attaqué. La 2e division blindée américaine, sous le commandement du général Hugh Gaffey, utilisa une tactique tirée directement des manuels de campagne allemands, une fausse retraite. Les chars américains se replièrent devant des Tigers allemands, les attirant dans un champ de tanks destroyers et d'artillerie cachée. Sur les 30 chars allemands qui tombèrent dans le piège, seuls 6 s'échappèrent. Le capitaine Kurt Meyer, commandant de chars dans la division Hermann Göring, décrivit sa confusion. Les Américains se battaient comme nous. Ils utilisaient le terrain, la ruse, les armes coordonnées. Ce n'étaient pas les mêmes soldats qu'en Tunisie. Ceux-ci avaient appris, et appris vite. Nous avons réalisé que nous ne combattions plus des débutants. L'épreuve ultime eut lieu en Normandie en juin 1944. La 2e et la 3e division blindée américaine combattirent contre la Panzerlehr Division et la 12e SS Panzer Division, l'élite de la Wehrmacht. Les résultats furent équilibrés. Plus les massacres unilatéraux de Kasserine, après la percée d'Avranches en août 1944. La 3e armée de Patton mena la plus rapide avancée blindée de l'histoire militaire. En 26 jours, ils traversèrent la France. De la Normandie à la frontière allemande. 600 kilomètres en moins d'un mois. C'était le Blitzkrieg, à l'américaine. Le général Fritz Bayerlein, commandant de la Panzerlehr Division, qui combattit contre les divisions blindées de Patton, déclara après sa capture. Les Américains, en août 1944, se battaient avec des méthodes allemandes. Mais avec la masse et la logistique américaine, ils avaient appris nos forces et les avaient combinées avec les leurs. C'était imbattable. Les changements doctrinaux allèrent au-delà de la tactique. La structure entière des divisions blindées américaines fut remaniée. Avant Kasserine, les divisions blindées américaines étaient lourdaudes, avec trop d'infanterie et trop peu de chars. Après la réorganisation de 1943, elles devinrent plus mobiles. Avec plus de chars et d'artillerie intégrés, la nouvelle structure créa des combat commands, des groupes de combat flexibles qui combinaient des chars, de l'infanterie mécanisée et de l'artillerie, exactement comme les Kampfgruppen allemands. Ces combats commandes pouvaient opérer indépendamment ou être combinés selon la mission. Le brigadier général Alvan Guilhem expliqua le concept. Nous n'avons pas simplement copié les Allemands. Nous avons pris leurs principes et les avons adaptés aux forces américaines. Les Kampfgruppen allemands étaient petits et efficaces parce que l'Allemagne avait peu de ressources. Nos combat commands étaient plus grands et mieux ravitaillés parce que l'Amérique pouvait produire davantage. Cette combinaison fut la clé du succès américain. Les tactiques allemandes étaient supérieures, mais l'Allemagne ne pouvait pas remplacer ses pertes. L'Amérique apprit les tactiques et les combina avec une production industrielle illimitée. Un commandant de chars allemand dans les Ardennes décrivit le problème parfaitement. Nous avons détruit 20 Sherman américains le matin, l'après-midi. 30 nouveaux arrivèrent. Nous avons perdu 3 Tigers. Nous n'avons reçu aucun char de remplacement. Les Américains se battaient maintenant aussi bien que nous, mais ils avaient 10 fois plus de chars. Ce n'est pas un combat que l'on peut gagner. La supériorité logistique permit des tactiques agressives que les commandants allemands ne pouvaient jamais risquer. Les commandants de chars américains pouvaient accepter des pertes parce qu'ils savaient que des remplacements arriveraient. Les commandants allemands devaient protéger chaque char parce qu'il n'y avait pas de chars de remplacement. Le colonel Abrams utilisa cette réalité froidement. Si une opération coûtait 20 chars, mais atteignait l'objectif, je la menais à bien. Nous avions 20 chars de remplacement.
Les Allemands ne pouvaient pas se permettre de telles opérations. Cela nous donna des options stratégiques qu'ils n'avaient pas. Un autre aspect critique était la communication. À Kasserine, les commandants de chars américains n'avaient souvent pas de liaison radio avec leur propre infanterie ou artillerie. Les Kampfgruppen allemands avaient des réseaux de communication intégrés qui reliaient tous les éléments. L'US Army investit massivement dans l'équipement radio. Fin 1943, chaque char américain avait au moins 2 radios, une pour la liaison au sein de l'unité de chars, une pour la coordination avec l'infanterie et l'artillerie. Les chars allemands n'avaient généralement qu'une seule radio. Le colonel William Palmer, chef des transmissions à la première. L'armée américaine déclara « Les Allemands nous ont montré que l'intégration est cruciale. Nous avons intégré cette leçon et l'avons surpassée avec une meilleure technologie. En 1944, nous avions une communication tactique supérieure à celle de la Wehrmacht. Les changements psychologiques furent tout aussi importants avant Kasserine. Les commandants de chars américains étaient sur la défensive, prudents, craignant l'initiative. Après le réentraînement, l'agressivité, l'initiative et la prise de risque furent mises en avant. La célèbre citation de Patton résume bien cette nouvelle philosophie. Un bon plan, exécuté avec force maintenant, est meilleur qu'un plan parfait la semaine prochaine. Nous enseignons à nos commandants à agir, à prendre des risques, à attaquer. Hésiter tue plus de soldats que le feu ennemi. Ce changement de mentalité se manifesta lors de la bataille des Ardennes en décembre 1944. Lorsque la Wehrmacht lança sa dernière grande offensive, les divisions blindées américaines réagirent avec une rapidité et une flexibilité qui surprirent même les commandants allemands. La 4e division blindée américaine, sous le commandement du général Hugh Gaffey, effectua un mouvement nocturne de 150 km, changea sa direction d'attaque de 90 degrés et attaqua le flanc allemand près de Bastogne, le tout en 48 heures. Avant Kasserine, une telle opération aurait été impensable. Le lieutenant-général Hasso von Manteuffel, commandant la 5e armée de panzer allemande dans les Ardennes, déclara plus tard. La réaction américaine à Bastogne prouva qu'ils étaient passés d'excellents élèves à de dangereux maîtres. Ils avaient appris nos méthodes et les avaient combinées avec leur puissance industrielle. Les changements ne se limitèrent pas à la tactique et à l'entraînement. Toute la culture militaire américaine changea. Avant 1943, l'armée américaine était hiérarchique et rigide. Avec des ordres détaillés venant du sommet, après Kasserine, l'initiative fut encouragée à tous les niveaux. Le colonel Creighton Abrams, l'un des commandants de chars américains les plus talentueux de la guerre, décrivit ainsi ce changement. Avant Kasserine, nous attendions les ordres. Après Kasserine, on nous a appris à analyser la situation et à agir. Si nous voyions une opportunité, nous attaquions. Si nous voyions une menace, nous réagissions. Nous sommes passés de simples exécutants à des décideurs. Cette culture de l'initiative conduisit à certaines des opérations les plus remarquables de la guerre. À Remagen, en mars 1945, le lieutenant Luc Dubois réalisa que le pont Ludendorff sur le Rhin était encore intact. Sans attendre d'ordre, il mena sa compagnie à travers le pont et le sécurisa. Cette initiative ouvrit la porte vers l'Allemagne. Avant Kasserine, Luc Dubois aurait probablement attendu que les échelons supérieurs analysent la situation et donnent des ordres. Mais à ce moment-là, les Allemands auraient fait sauter le pont. La nouvelle doctrine américaine soulignait « Agissez maintenant, signalez plus tard ». Les changements doctrinaux après Kasserine influencèrent l'armée américaine bien au-delà de la Seconde Guerre mondiale. Les principes des opérations interarmes, de la tactique de la mission et de la guerre blindée agressive devinrent le fondement de la doctrine militaire américaine.
Pendant la guerre de Corée, la guerre du Golfe, en Afghanistan et en Irak, l'armée américaine opéra selon des principes directement issus des leçons du col de Kasserine. La doctrine Air Land Battle des années 1980, la doctrine de la manœuvre interarmes des années 2000, toutes portaient l'empreinte des changements de 1943. Le lieutenant-général William Dupuy, l'un des architectes de la doctrine militaire américaine moderne, écrivit en 1976 « Chaque doctrine que nous enseignons aujourd'hui a ses racines en mars 1943, lorsqu'une armée humiliée eut le courage d'admettre qu'elle avait tout fait de travers. Et la discipline d'apprendre à partir de zéro. L'ironie est que la Wehrmacht elle-même dut récolter les fruits de sa propre leçon. L'armée américaine qui envahit l'Allemagne en 1945 combattit avec des méthodes que les généraux allemands avaient développées, mais avec une masse, une logistique et un soutien industriel que l'Allemagne ne put jamais égaler. Le général-oberst Alfred Jodl, chef de l'état-major de la Wehrmacht, nota en avril 1945 « Nous leur avons appris comment faire la guerre, puis ils ont utilisé ces leçons contre nous avec une force décuplée. Ce fut notre erreur stratégique. » Aujourd'hui, plus de 80 ans plus tard, le col de Kasserine est encore étudié dans toutes les académies militaires américaines, non pas comme l'histoire d'une défaite, mais comme un exemple de capacité d'apprentissage institutionnel, la capacité d'une organisation à admettre ses erreurs, à changer radicalement et à revenir plus forte. La bataille du col de Kasserine dura 11 jours. La révolution doctrinale qu'elle déclencha changea la guerre pour toujours. En 72 heures, la Wehrmacht prouva sa supériorité tactique. Au cours des 2 années suivantes, l'armée américaine prouva quelque chose d'encore plus important, la capacité d'apprendre, de s'adapter et de surmonter. C'est là le véritable héritage du col de Kasserine. Non pas l'humiliation d'une bataille, mais la transformation d'une armée et la reconnaissance que les défaites sont souvent de meilleurs professeurs que les victoires, si l'on a le courage d'accepter leurs leçons.